Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un peu le monde fascinant des chandeliers japonais en trading. On s'appuie sur un guide pratique. Notre objectif, aller au-delà de la simple mémorisation des figures, pour vraiment comprendre ce qui compte dans l'analyse des marchés. On va essayer de mettre de côté les idées reçues pour une approche un peu plus stratégique. Oui, c'est une excellente approche. Parce que l'enjeu, au fond, c'est pas de devenir une encyclopédie des chandeliers, non. C'est plutôt de saisir la psychologie. La psychologie des opérateurs derrière ces formes graphiques. C'est vraiment là, la clé. Comprendre pourquoi le marché réagit comme ça. Et le point de départ, c'est assez contre-intuitif, j'ai trouvé. Il faudrait arrêter d'apprendre par cœur des centaines de configurations. Exactement, la source est assez directe là-dessus. Elle dit que 95% sont globalement inutiles. Soit parce qu'elles sont rares, soit pas très connues ou juste trompeuses. Ah oui, quand même. Oui. Donc seules quelques figures, celles que la majorité peut identifier facilement, celles-là sont pertinentes. Il faut voir une bougie comme une histoire, en fait. Une histoire. Oui, une histoire très courte. Le début, c'est l'ouverture, le point le plus haut, le plus bas, et la fin, la clôture. C'est simple. D'accord. Et cette simplicité, elle est importante parce que les marchés, c'est fait d'humains. Et souvent, les humains réagissent un peu pareil face à des signaux clairs évidents. Ce qui marche, c'est ce que beaucoup de gens voient en même temps. Ça crée un flux d'ordre, tu vois. Donc, les éléments clés d'une bougie, c'est sa forme générale, parfois sa couleur, bien sûr, et surtout comment elle s'inscrit par rapport aux bougies d'avant. Ça nous dit quelque chose sur la tension du moment. Mhm. Mais tu disais que les chandeliers seuls, ça suffit pas. Il faut les replacer dans un contexte. C'est ça l'analyse de la structure du marché. Exactement. C'est primordial. Il faut savoir où on est. Est-ce que le marché monte globalement? Donc des points hauts et bas de plus en plus hauts, Tendance haussière, oui. voilà. Ou est-ce qu'il baisse, avec des points hauts et bas de plus en plus bas? La source insiste beaucoup là-dessus. Être sélectif. Un bon signal de chandelier dans une tendance claire, ça a beaucoup plus de poids que le même signal dans un marché qui fait du surplace, un peu brouillon, quoi. Donc si c'est pas clair, on touche pas. C'est plus prudent, oui. Mieux vaut s'abstenir que de trader dans le brouillard. D'accord. Et il y a un autre concept que j'ai trouvé intéressant, c'est l'accumulation de prix. C'est quand le marché accélère fort sans respirer. C'est tout à fait ça. Imagine une série de bougies, toutes de la même couleur, qui s'enchaînent sans vrai retracement, comme si le marché chargeait dans une direction. Oui, je vois. Et ça, c'est souvent un piège pour les traders qui ont peur de rater le mouvement, le fameux FOMO. Ils sautent dedans en pleine impulsion. Et les pros, eux, Quoi. Ils attendent souvent le retour, le retracement qui suit presque toujours ces phases d'euphorie ou de panique. L'idée, c'est de penser un peu comme eux. Essayer d'acheter bas, vendre haut. Même si ça veut dire attendre. ok. Alors, si on met de côté les 95% de figures inutiles, il reste quoi comme configuration clé selon cette approche? Alors, il en reste très peu et elles sont assez simples visuellement. Il y a l'englobante, haussière ou baissière, c'est quand une bougie avale complètement la précédente. Ah oui, ça c'est fort comme signal. C'est un signe de retournement de force, oui. Il y a aussi la bougie de rejet, celle avec une longue mèche et un petit corps. Ça montre qu'une tentative de pousser les prix a été violemment repoussée. Rejeté, d'où le nom. Voilà. Et puis, il y a cette fameuse accumulation, haussière ou baissière, dont on vient de parler, cette série de bougies. D'accord. Et pour éviter les pièges sur les zones importantes, les zones de support, de demande, les SND, ces niveaux où le prix a tendance à réagir. Ah là, encore une fois, c'est la patience. La stratégie proposée, c'est de ne pas agir dès que le prix touche la zone. Pourquoi? C'est tentant pourtant. Oui, mais beaucoup se font piéger comme ça. Le prix peut dépasser un peu la zone avant de se retourner. L'astuce, c'est d'attendre une clôture de bougie claire. Une clôture au-dessus de la zone si on pense acheter, ou en dessous si on pense vendre. Attendre la clôture. C'est plus sûr, mais on risque pas de rater le début du mouvement si ça part vite. Si, c'est le compromis. C'est l'éternel arbitrage, Entrer tôt avec plus de risques ou entrer plus tard avec une confirmation. Et là, la source choisit clairement la confirmation. Ça permet de filtrer pas mal de faux signaux, de pièges. Entrer après la clôture, c'est un peu comme laisser les plus pressés tester l'eau avant de plonger. Je vois l'idée. Un autre point qui m'a marqué, c'est l'importance donnée à l'unité de temps journalière, le graphique daily. Pourquoi celui-là en particulier?
Parce que les structures globales y sont souvent plus propres. Moins de bruit, moins de fluctuations rapides qu'on voit sur des unités de temps plus courtes comme le 5 minutes ou le 15 minutes. C'est un peu le terrain de jeu préféré de beaucoup de professionnels pour voir la tendance de fond. Et d'ailleurs, dans ce cadre journalier, la source parle des jours clés. Les jours clés, Mhm. c'est-à-dire... Oui, les clôtures du lundi et du vendredi. Elles donneraient des indications assez fortes sur la direction probable pour le reste de la semaine. Ah, intéressant. Comment ça marche? La clôture du vendredi soir donne une première idée de l'état d'esprit du marché pour la fin de semaine. Et la clôture du lundi viendrait confirmer ou au contraire infirmer cette première impression. D'accord. Donc, si on essaye de résumer cette approche efficace, ça donne quoi en étapes? Alors, ça serait 1. Analyser la structure du marché sur le graphique journalier. C'est la base. 2. Repérer les zones de support-demande importantes sur ce même graphique. Ok. 3. Guetter les phases d'accumulation de prix. 4. Attendre patiemment, sur une zone S&D identifiée, qu'une des figures clés apparaisse. On peut affiner sur du H1, 1 heure, pour le timing. Et les jours clés? Oui, 5. Tenir compte du message des clôtures lundi-vendredi. Et 6. Super important, toujours vérifier qu'on a un bon ratio risque-récompense, au moins 1 pour 3 si possible. C'est vraiment l'approche du sniper, quoi. Peu de tirs, mais bien ciblé. Pas le soldat qui mitraille partout. Donc pour conclure, l'essentiel avec les chandeliers, c'est pas la quantité de figures qu'on connaît par cœur. Non, pas du tout. Mais plutôt la qualité de l'analyse globale. Comprendre la psychologie, regarder la structure du marché, être patient, attendre les bons signaux aux bons endroits. Et être sélectif. Absolument, c'est ça. Le trading demande de la rigueur, de la discipline. La sélectivité, la lecture de la psycho collective, ça prime sur l'érudition purement technique. Et une petite pensée pour finir, cette idée d'analyser un peu à contre-courant, d'attendre que les pièges évidents se referment sur les autres avant d'agir. Est-ce que ça ne pourrait pas être utile dans d'autres domaines, quand on analyse des comportements, des tendances? Je laisse ça en suspens.